bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts et les spectacles. Dans le flot de l'actu, on vous propose aujourd'hui de découvrir en Irak un groupe d'artistes téméraires. Malgré la guerre et la pression religieuse, ils organisent des cours de peinture pour la population jeune. Objectif, leur ouvrir l'esprit. Au sommaire également, un focus en Israël sur le musée Yitzhak Rabin. L'homme politique a été assassiné il y a 19 ans, un 4 novembre. Nous irons visiter ce vaisseau tout blanc au nord de Tel Aviv et essayer de comprendre comment, par-delà la géographie muséale, sa mémoire est transmise aux adolescents. Et puis nous parlerons des hommes et des femmes qui veulent devenir des hommes et des hommes qui veulent devenir des femmes. Y verrait-on une riposte au livre d'Éric Zemmour qui cartonne en France? La question du genre s'empare de la culture. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèles à nos programmes. Nous partons maintenant visiter un musée pas tout à fait comme les autres. C'est le bâtiment qui, en Israël, sert à transmettre la mémoire et les valeurs d'Yitzhak Rabin. Cette grande figure de la paix a été assassinée il y a 19 ans, un 4 novembre. Nous allons voir avec Nurit Cohen-Levinovsky, notre invité, comment la jeune génération appréhende cet homme de paix. Mais avant cela, on va faire une petite visite guidée de ce musée avec Sandy Fortis. Nous sommes en plein cœur de Tel Aviv. Derrière moi, le centre Yitzhak Rabin. Il a été fondé en 1997 sur décision de la Knesset, le Parlement israélien. Son but, transmettre l'héritage que nous a laissé le Premier ministre israélien, sa vie remarquable, son décès tragique et les éléments marquants dans l'histoire d'Israël. Suivez le guide. La pièce maîtresse du centre se trouve ici, le musée israélien. Son design a été imaginé par l'architecte Uri Abrahamson, son contenu par l'historienne israélienne Anita Shapira. Le musée présente deux histoires parallèles, celle de l'État d'Israël et celle d'Yitzhak Rabin. À l'appui, 180 mini-documentaires, 1500 photos et des centaines d'objets et documents. Ici, la visite commence par la fin, l'assassinat d'Yitzhak Rabin le 4 novembre 1995. Un meurtre commis par Yigal Amir, un extrémiste juif de droite, lors d'une manifestation pour la paix sur la place des rois d'Israël, renommée depuis Place Rabin. Un moment qui reste gravé dans la mémoire de tous les Israéliens. C'était un choc pour moi, pour ma famille. Nous avons pleuré comme si c'était un membre de notre famille qu'on avait assassiné. Mais ce n'était pas seulement ça. Il était le futur de nos rêves, c'était un vrai leader. On a ressenti qu'on avait vraiment perdu quelque chose et que quelque chose de grave était arrivé à notre pays. On entre ensuite dans une immense spirale, un chemin chronologique qui raconte la vie d'Yitzhak Rabin. Tout au long du parcours, dans des petites pièces, on découvre la société israélienne de l'époque et sur le sol, les éléments qui ont marqué l'histoire dans le monde. Du Tel Aviv des années 20 où Rabin a grandi à la création de l'État d'Israël, la guerre des 6 jours, celle de Kippour. Puis le bouleversement politique de 1977, la démission d'Yitzhak Rabin qui passe dans le camp de l'opposition, jusqu'aux élections de 1992 et son célèbre discours de victoire « I will lead », je vais diriger. Quand il a été réélu, c'était vraiment une lueur d'espoir. Pour moi, aujourd'hui, on n'a aucune chance de faire la paix. Il était le seul à pouvoir le faire. C'est très triste de replonger dans tout ça. Le second mandat d'Yitzhak Rabin est chargé en grands événements, signature des accords d'Oslo en 1993, traité de paix avec la Jordanie et réception d'un prix Nobel de la paix en 1994. La visite approche de sa fin, l'annonce de son décès à la nation, un choc pour la population, s'ensuivent les funérailles nationales, le célèbre Shalom Chaver de Bill Clinton et les mots touchants prononcés par sa petite fille, Noah Ben-Artzi. Le musée s'achève sur le jour d'après. Un espace qui représente l'espoir de la poursuite du chemin qu'a entamé Yitzhak Rabin. Ce mur de graffiti est une photographie de l'original, plein de messages d'Israéliens se recueillant au lendemain de sa mort. Il est recouvert d'une vitre transparente qui invite les visiteurs à laisser à leur tour un petit mot, le sentiment que cette visite à travers l'histoire d'Israël et celle d'un des dirigeants les plus emblématiques du pays leur a inspiré. Voilà, notre invité Nurit Cohen-Levinovsky vient d'arriver. Bonjour, vous êtes la directrice du programme éducatif de ce musée. Nurit, on a vu dans le reportage de Sandy Fortis, la population qui vient visiter ce musée est plutôt âgée, plutôt adulte. Comment vous faites pour attraper les jeunes? Eh bien,
La moitié des visiteurs sont des élèves et des soldats, c'est-à-dire jusqu'à 21 ans, tranche d'âge. Donc, de ce point de vue-là, le reportage montre un moment spécifique, mais il ne reflète pas justement le fait que ces jeunes représentent 50% de nos visiteurs, et il est évident qu'ils sont pour nous d'une première importance et qu'ils sont à nos yeux le public le plus important qui doit arriver justement et venir visiter au musée, parce que nous comprenons que pour tous ces élèves qui apprennent aussi, qui étudient aujourd'hui dans le système d'éducation, ils sont nés après le crime. Et les soldats étaient des bébés à ce moment-là, en 95, qui était pour nous une nuit terrible, un soir terrible qui ne sera jamais oublié, et eux venaient de naître. Bien sûr, et alors justement, toute la difficulté de les accrocher. Est-ce que vous avez un renouvellement de la scénographie ou de la muséographie de ce centre Yitzhak Rabin? Oui, bien sûr. Nous avons fait un effort, un très gros effort pour créer justement un intérêt et aussi une connexion émotionnelle avec la jeunesse. Nous proposons, je crois, un musée qui intéresse beaucoup de publics différents, diversifiés, et entre autres des enfants et des jeunes. Parce que vous voyez que nous avons beaucoup de petits films d'1 minute et demie ou 2 qui montrent la vie de Rabin et évidemment l'histoire d'Israël aussi, des chapitres importants. Et justement, ces clips assez courts, avec une scénographie justement diversifiée, justement, c'est cela qui attire vers l'histoire israélienne et l'histoire de Rabin ces populations jeunes, ces jeunes publics. Nurit Levinovsky, la figure d'Yitzhak Rabin n'était pas toujours, n'a pas toujours fédéré tous les milieux en Israël. Est-ce que vous avez des problèmes avec certains visiteurs dans le musée qui seraient ou d'accord ou pas d'accord avec ce que vous racontez, ce que vous montrez dans le musée? Sans aucun doute, une grande partie de nos visiteurs, que ce soit dans le public de manière générale, n'étaient pas d'accord avec sa politique. Et l'un de nos messages principaux, c'est que ça n'a aucune importance quelles sont vos idées, mais le fait qu'un Premier ministre israélien a été assaisonné par un assassin juif doit dépasser et transgresser toutes les idées politiques et donc parce que c'est un moment très dangereux pour l'État d'Israël où un assassin juif a en fait frappé l'État d'Israël, et notre fonction à nous et notre rôle à nous dans toutes les différences politiques, c'est justement de faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Alors, docteur Nurit Levinovsky, vous voyez passer des touristes et des visiteurs et des soldats et des enfants. Est-ce que vous étiez samedi soir à la manifestation? Est-ce que vous avez l'impression, vous, mais à titre personnel, que son message de paix, que sa mémoire s'étiole, et qu'est-ce que vous pensez de la phrase de Shimon Peres quand il a dit à la foule, qui n'était pas très nombreuse quand même, il a dit que ceux qui avaient renoncé à faire la paix étaient des naïfs? Eh bien, j'y étais et j'y serai à la prochaine aussi, mais comme personne privée et pas comme directrice éducative du Centre Rabin. Ce sont des réunions à laquelle nous, en tant que centre, nous ne prenons pas part. Et mon idée personnelle n'a pas à voir avec mon rôle au Centre Rabin, mais sur le plan personnel, je pense effectivement que sans accord et sans négociation et sans accord, nous n'aurons pas de sécurité ici en Israël sans accord de paix. Merci beaucoup, Nurit Levinovsky. J'invite vraiment le public et les touristes à visiter votre centre. Il est magnifique, il est un peu construit comme le musée Guggenheim. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aimez l'art, mais restez avec nous. Voici le highlight du jour. Il a été choisi par David Gombin. Merci. Plongé dans le siècle d'or espagnol. Ça se passe au musée du Prado de Madrid, mais grâce à des œuvres prêtées pour l'occasion par le Hamburger Kunsthalle.
Avec plus de 200 œuvres, le musée hambourgeois possède la plus importante collection d'œuvres espagnoles hors d'Espagne. Des œuvres qui font exceptionnellement route vers leur pays d'origine. À l'honneur, le peintre baroque Murillo. Aux côtés de Diego Velázquez, il a fait le Siglo de Oro espagnol. Retrouvez aussi des esquisses des maîtres importants comme Alfonso Cano, Antonio del Castillo. Et puis, pour accompagner ces maîtres du baroque, le prestigieux musée madrilène propose aussi des études préliminaires de Francesco de Goya, réinterprétation des œuvres de Velázquez. De l'art encore, mais cette fois-ci en Irak. Un groupe de jeunes artistes a décidé d'éduquer les enfants et le public en plein air, et ce, malgré la pression et la menace des religieux. Le récit, Sandy Fortis. Un groupe d'artistes irakiens tente de promouvoir l'art, ou plutôt l'amour de l'art. Surnommé le groupe sumérien, 4 artistes proposent des cours gratuits dans les rues de Bassora. Objectif, pousser la population à être plus créative. Le groupe sumérien a été formé pour promouvoir l'esprit artistique auprès des familles de Bassora. On peut amener l'art dans les rues de Bassora, abolir le sectarisme et pousser les enfants à abandonner leurs armes en plastique pour venir peindre avec nous. Depuis quelques semaines, le rendez-vous est pris tous les vendredis soirs dans ce parc public de Bassora. C'est grâce à des annonces sur Facebook que le groupe a fait connaître son initiative et ça a l'air de marcher. Depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, tous les programmes artistiques subventionnés par le régime pour glorifier la nation et son dictateur ont été supprimés. L'éducation artistique n'est désormais plus d'actualité dans les salles de classe irakiennes. Ici, les enfants ne savent que lire et écrire. Ils apprennent la science, les mathématiques, la religion islamique et la langue arabe, mais pas l'art. Ils ne connaissent rien à l'art. Je veux vraiment le leur transmettre. Les enfants sont opprimés à la maison et à l'école. Soit ils travaillent, soit ils sont sur Internet. Où est l'art dans tout ça ? Au-delà de passer des moments agréables et de partager leur passion, les artistes du groupe sumérien et leurs apprentis espèrent que cette initiative attirera l'attention des responsables de Bassora et qu'elle encouragera les autorités à ouvrir une structure pour l'éducation culturelle dans la ville. L'hiver approche et il sera bientôt impossible pour nous de nous réunir dans le froid et sous la pluie. Nous avons vraiment besoin d'écoles où nous pourrons perfectionner nos techniques et développer notre talent. Un appel qui sera peut-être entendu et qui permettra à la population de Bassora de rejoindre la longue lignée d'artistes de l'histoire du pays. Allez, on passe en Occident maintenant, où les problématiques artistiques sont d'un tout autre niveau. Des femmes qui veulent devenir des hommes qui veulent devenir des femmes. En France, le livre d'Éric Zemmour se vend comme des petits pains, mais Léa Bolberg, bonjour. La culture se rebiffe. Des livres, des films, il y en a pour tous les goûts. Exactement. Est-ce qu'on est homme ou femme ou est-ce qu'on le devient? C'est la grande question sociétale de ces dernières années. Et si elle est bien loin d'être réglée, elle a le mérite d'inspirer la scène culturelle française, à commencer par le cinéma, avec ce dernier film de François Ozon, Une nouvelle amie, qui sort dans les salles cette semaine en France. Je vous propose tout de suite de regarder un petit extrait de la bande-annonce. Je serai là toute ma vie pour veiller sur ta fille Lucie et sur son père David. Bonjour madame, Ne dis rien à personne, que ça reste entre nous. Je sais pas. T'es malade David. Je peux pas passer à côté de ma vie, Claire. C'est en moi. Alors là, on n'a pas tout à fait vu, mais en réalité, Romain Duris devient lentement une femme dans ce film. D'autres exemples en littérature peut-être? Exactement, la littérature qui s'est emparée du sujet avec cette dernière rentrée littéraire qui a mis en lumière 2 ouvrages qui traitent ce thème chacun à leur façon. Chéri Chéri de Philippe Jean, paru chez Gallimard, qui raconte la double existence d'un quadragénaire, Denis le jour, Denise la nuit. Denis qui subit les mises au point musclées de son beau-père. Denise, elle, est très voire trop appréciée par sa belle-mère. L'autre roman qui traite ce sujet, c'est ce livre de Robert Alexis, c'est son 9e roman, L'homme qui s'aime, c'est paru aux éditions du Tripode. Nous sommes au début des années 1890, un jeune dandy extrêmement riche, extrêmement beau, fait une expérience tout à fait par hasard lors d'une soirée mondaine, une expérience qui va bouleverser sa vie et sa conception d'identité masculine. On se souvient également de ce petit livre qui a tant
Oui, ça polémique. fait écho à ce petit livre-là. Exactement, en février dernier, Papa porte une robe. L'objectif pédagogique était de déconstruire les stéréotypes. Ça a fait énormément de bruit, branle-bas de combat à droite et dans les milieux conservateurs. Petite piqûre de rappel. Merci beaucoup Léa Volberg. Alors à propos de genre, on va noter que les femmes du prix féminin ont récompensé leurs auteurs aujourd'hui. C'est Yannick Lahens qui a reçu le prix pour le livre Bain de lune chez Sabine Weiss-Pisser. Et puis au rayon féminin étranger, c'est l'écrivain israélienne Zarouya Shalev qui a reçu le féminin étranger. Zarouya qui nous avait accordé une longue interview et vous pourrez l'écouter, cette longue interview, sur le site d'i24 News. Merci. À demain. Merci Léa Volberg. Juste après, c'est l'info qui continue.